Bonjour, donc je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au Journal Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cette rencontre entre François Dubay et des étudiants de Sciences Po Bordeaux. Alors, il y a une formule que je trouve toujours assez idiote qui dit qu'il n'est pas utile de présenter les gens, mais en l'occurrence, moi je m'interdis de l'utiliser, mais en l'occurrence, en ce qui vous concerne, c'est assez vrai parce que je pense que ici à peu près tout le monde vous connaît plus ou moins. Je vais quand même rappeler deux, trois éléments avant de céder la parole à Clara et Kenza. D'abord votre ancrage régional, parce que vous êtes né en Dordogne et vous avez fait vos études à Bordeaux. Vous êtes devenu enseignant à l'Université de Bordeaux tout en conduisant vos travaux de sociologue. Le deuxième point, c'est la variété des sujets sur lesquels vous avez travaillé. Ça, c'est quand même pas nécessairement la norme dans une carrière de sociologue. Donc si ma liste, elle ne sera pas exhaustive, mais vous avez enquêté sur le mouvement occitan, sur l'éducation évidemment, sur le syndicalisme, sur les jeunesses, sur notre rapport à l'égalité, sur les discriminations, sur la méritocratie, et plus récemment sur les ressorts du populisme. Donc beaucoup de sujets et quand même une cohérence dans la réflexion sur notre rapport à la social-démocratie et dans un contexte où finalement les cadres d'élite institutionnelle ou industrielle, c'est quand même la toile de fond de vos travaux. Et s'agissant du paysage intellectuel, je voulais juste ajouter que vous êtes associé à un groupe de chercheurs, je pense à Alain Touraine, à Michel Iviorca, à Pierre Rosanvallon, identifiés comme assez proches du réformisme de gauche. Donc on verra si ces étiquettes, elles vous correspondent toujours. Et si ça, c'est une vraie question qu'on a prévu de vous poser, figurez-vous. Et juste avant de céder la parole à Kenza et à Clara, pardon, je mentionne quand même quelques livres qui ont balisé votre itinéraire. Donc, il y a La galère, jeunes sans survie en 1987. Ça, c'est un livre très important parce que c'est vraiment le livre qui vous fait connaître et qui est un livre assez précurseur puisque vous donnez la parole à des jeunes en quartier difficile bien avant que ça devienne un sujet médiatique. Ça, c'est un livre charnière dans votre parcours. Il y a les lycées, les lycéens en 1991, le déclin de l'institution en 2002, les places et les chances en 2010, un livre sur le ghetto scolaire aussi avec Najat Vallaud-Belkacem assez récemment, et des essais sur le populisme, notamment sur le mépris, comment le mépris et le ressentiment sont devenus aujourd'hui une émotion qui se convertit en politique. Voilà, j'ai été trop long. On va parler ensemble en trois parties de votre parcours d'éducation et ensuite des sujets politiques plus en lien avec l'actualité. Et donc, c'est toi, Carla, qui commence. Alors, comme première question, on sait que les sociologues ils s'intéressent beaucoup à la reproduction sociale. Alors, est-ce que vous-même, François Dubay, quand vous regardez votre parcours, quand vous regardez le milieu d'où vous venez, est-ce que vous ne faites pas mentir un peu cette idée-là ? Alors, je dois vous dire que je n'ai pas une sympathie éclatante pour toute cette littérature sur les transclasses, le mépris de classe. J'aime pas trop parce que on mixte une sorte d'héroïsme de soi. Je me suis arraché à mon destin et en même temps j'ai été méprisé, donc je parle au nom des élites et du peuple à la fois. Alors, quand on a le talent d'Ali Ernaux, ça passe très bien. Quand on n'a pas son talent, j'ai plus de mal. Voilà, je ferme le banc, donc je ne m'inscris pas dans cette affaire. Mon histoire à moi, c'est effectivement celle d'un changement de classe sociale, mais ça n'a rien à voir avec un parcours héroïque. Je suis né au bon endroit, au bon moment. Voilà. Bon endroit, on ouvre les portes du lycée quand j'arrive en sixième. Je serais né 5 ans plus tôt, je ne serais jamais rentré en sixième. Tous mes cousins, les aînés de la famille, meilleurs élèves que moi, plus âgés, ne sont jamais rentrés en sixième. Je rappelle qu'une enquête de 54, très intéressante, montre que les enfants d'ouvriers jugés excellents ont moins de chances d'entrer en sixième que les enfants de cadres jugés médiocres. Voilà. Donc moi, on ouvre les portes du lycée, je suis dans le premier tiers du peloton, et le premier tiers du peloton rentre au lycée, et ça monte tout seul, médiocrement. Voilà.
Donc, vraiment, ce n'est pas du tout l'histoire d'un transfuge héroïque qui s'arrache, etc., etc. Deuxième chose, le bac 68, qui a été obtenu par 100% des candidats, parce qu'il n'a pas été passé, est le bac le plus rentable sur le marché du travail de l'histoire du bac. Il est plus rentable que le bac de 1950 obtenu par 5% des candidats, celui de 68 obtenu par 20% des candidats paye mieux. Il se trouve que moi, j'ai eu le bac en 64. Voilà. C'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une promotion, un changement de classe, c'est d'abord, pour l'essentiel, un changement de structure sociale. Et moi, je suis arrivé au moment où la structure sociale, les paysans, il y a une chanson de Jean Ferrat que vous ne connaissez pas, pourtant que la montagne est belle, mais peut-être que des cheveux blancs connaissent, qui raconte comment des paysans vont quitter la terre pour rentrer, pour devenir postiers. Voilà. Les ouvriers qualifiés français deviennent techniciens, ils sont remplacés par des immigrés. Et au fond, l'ascenseur monte tout seul. Voilà. Et moi, j'ai pris l'ascenseur, mais j'ai pris l'ascenseur parce que l'ascenseur était là. Voilà, c'est tout. Donc, alors après, est-ce que le sentiment de mépris de classe, alors insupportable. Insupportable parce que pour se sentir méprisé, il faut adhérer au jugement de ceux qui vous méprisent. Et moi, j'appartiens à une vieille société de classe où on dit « je les emmerde ». Voilà. Si ça vous intéresse, lisez le bouquin de Richard Hogarth sur la culture du pauvre. Il y a nous et eux, et on n'est pas de leur monde. Donc, il y a quelque chose qui me gêne dans cette rhétorique qui est ramenée en permanence, c'est qu'au fond, je me sens méprisé parce que je me suis identifié à ceux qui me méprisent. Voilà. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Voilà. Alors après, il y a des moments plus ou moins agréables. Dans le monde où je vis, ne pas avoir fait normal sup, ça reste un problème. Mais je peux vous dire qu'on survit. On survit. Je demande à Mazarine de m'excuser, mais on survit. Voilà, on s'en sort. Voilà. Bon. Donc, voilà, c'est une histoire qui n'a aucun intérêt, mon histoire. C'est pour ça que je la raconte. Je suis obligé de la raconter parce que ça fait partie du rythme, mais elle n'a aucun intérêt parce que son seul intérêt, c'est d'être l'histoire d'une partie des gens qui ont eu la chance de naître après la guerre, au moment où on ouvre les portes du système. Elles se sont ouvertes encore plus après, ce qui a créé, on en parlera sans doute, des effets paradoxaux qui se retournent contre le système. Mais grosso modo, pour les gens nés entre 1900, on va dire 45 et 1965, l'ascenseur monte. Voilà. C'est l'ascenseur qui monte, et c'est pas la peine de faire croire qu'on a escaladé l'Everest. Voilà. Kenza. Dans la continuité de la première question, on voudrait s'intéresser à votre parcours professionnel, premièrement, et surtout, comment et davantage pourquoi vous êtes devenu sociologue, François Dubé. Alors, je suis devenu sociologue. Alors, là aussi, c'est très compliqué parce que si je voulais réfléchir, au fond, c'est des histoires de rencontres, de hasard. Mais quand on vieillit, on est toujours tenté de faire croire que c'est un destin et un choix. Je ne suis pas sûr que ce soit un destin et un choix. Voilà. Bon. Mon père voulait que je sois ingénieur, m'a donc fait passer un bac professionnel, un bac, j'exagère, le bac qui s'appelait à l'époque mathétechnique, qui s'appelait le bac E, qui était un bac mathélème, plus de la techno, plus de l'atelier, j'étais pas bon. Voilà. Mais enfin, voilà. Et ce que j'aimais, c'est la philo, ce qui fait que j'ai fait une terminale philo, avec un premier bac, etc. Et quand je suis arrivé en fac, j'ai voulu m'inscrire en philo et j'ai compris que je n'étais pas fait pour la philo. Faire discuter Aristote et Platon, j'aimais les idées, mais ça m'agaçait. Et je suis allé en socio où j'ai été assez heureux pour deux raisons. La première, c'est que la socio, c'était un monde de grandes idées comme la philo. Après, bon, Marx, Durkheim, Weber, tout ça, c'était comme la philo. Mais il y avait un aspect ingénieur en socio qui me plaisait bien, c'est qu'il fallait des preuves, des faits, des statistiques, des enquêtes. Et ça m'a bien plu. Voilà, ça m'a bien plu, je ne peux pas dire plus que ça. Et bon, c'était à Bordeaux. Hein. C'était à Bordeaux, on était 30 par promotion, les profs étaient très vieux, ils avaient
10 ans de plus que nous. Et en même temps, c'est un moment très étrange où faire de la socio, c'est faire de la politique d'une autre manière. Il faut bien dire les choses. Bon, on était... Voilà, donc faire de la politique d'une autre manière, plus des faits quand même auxquels j'étais un peu sensible, plus les grandes idées, parce que ça m'intéressait, j'ai trouvé ça agréable. Mais ensuite, je suis devenu sociologue parce que quand j'ai eu un bébé, en 69, je suis allé chercher du boulot et en partant au rectorat chercher un boulot d'enseignant, j'ai croisé un prof de psycho qui s'appelait Michel Brossard et qui m'a dit, il y a un club de prévention à Mérignac qui cherche un sociologue, si ça t'intéresse, vas-y. J'y suis allé, j'ai profité de ce job pour faire une thèse et je suis devenu sociologue. Là encore, franchement, dans le genre vocation, on fait mieux. Voilà. J'aurais pas rencontré Brossard, je pense que je serais devenu prof, je serais rentré au PS pour être député, etc. Bon, c'était le moment. Voilà, j'ai fait autre chose. Mais vraiment, ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que on est toujours tenté, on vit des choses, des rencontres, des amours, des trucs, comme ça, c'est les circonstances, le hasard. Et puis plus on devient vieux, ce qui est mon cas, plus on fait croire, plus on se plaît à croire qu'on l'a choisi, que c'est un destin. Je pense que c'est pas exactement vrai. Et je vous dis ça aussi parce que peut-être que ça pourrait vous refroidir vos angoisses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix définitif et qu'on peut toujours rencontrer Michel Brossard en allant chercher du boulot. Voilà. Et quand vous dites que faire de la sociologie à la fin des années 60, c'est faire de la politique d'une autre manière, qu'est-ce que vous entendez ? C'est faire de la politique d'une autre manière parce que c'est... Je veux dire que quand vous êtes un jeune normalement constitué à la fin au milieu des années 60, dans le monde où je suis né, vous êtes à gauche. Vous êtes à gauche. Bon, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quasi physiologique. Hein, je veux dire, bon. Vous êtes à gauche et vous avez le choix entre être du côté de la SFIO, et c'est pas possible parce que c'est la guerre d'Algérie, Guy Mollet, tout ça, c'est pas terrible, ou d'être communiste. Et si vous avez lu des livres, ce qui est mon cas, c'est quand même un peu difficile de faire semblant de croire que le stalinisme n'existe pas. Donc, ce que font tous les jeunes, je ne suis pas le seul dans ce cas, vous devenez gauchiste. Vous devenez trotskiste. C'est-à-dire que vous faites de la politique par les idées. Vous fabriquez une avant-garde ouvrière dans laquelle il n'y a aucun ouvrier. Excusez-moi, ça fait vieux machin, mais quand même, voilà. Et donc, vous cherchez dans la formation intellectuelle ce qui va vous permettre d'alimenter cette espèce de gauchisme. Alors, pour moi, c'était devenu un peu compliqué parce que d'un côté, comme trotskiste, je voyais le monde d'une certaine manière, mais comme sociologue, je le voyais d'une autre. Et je devenais schizo, quoi. Enfin, si vous voulez, comme trotskiste, je pensais que la classe ouvrière était de plus en plus pauvre. Comme sociologue, au milieu des années 60, je voyais bien qu'elle était quand même de moins en moins pauvre. Donc, vous viviez dans cette sorte de... Mais je ne suis pas le seul. Plein de vieux gauchistes comme moi racontent, c'est la même histoire. Alors, ce qui est troublant, c'est qu'elle se répète. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, c'est que ça se répète, y compris à Sciences Po d'ailleurs. Bon, voilà. Mais donc, le rapport aux études était quand même très commandé par la politique, quoi, par la politique. D'autant plus, je répète, que ça paraît c'est quelque chose d'obscène aujourd'hui de dire ça, mais la question de l'emploi, même pour quelqu'un comme moi, se posait pas vraiment. On savait que... Vous n'imaginez pas ce que c'est de vivre dans une boulot où il y avait un taux de 0,2% de chômage. Mais d'ailleurs, les économistes disaient qu'il n'y en avait pas assez, parce que ce n'était pas bon pour la fluidité du marché du travail. Voilà. Donc c'est un monde qui n'existe plus. Voilà. Clara, sur la sociologie. Oui, alors est-ce que vous pensez que la sociologie, elle puisse, au-delà de juste décrire les problèmes et les phénomènes sociaux, apporter des solutions ? Non. Non, enfin, il faut s'entendre. Je crois que la sociologie... Je vais citer Durkheim, évidemment, la sociologie ne mériterait pas un quart d'heure d'effort si elle n'était pas utile, etc. Bon.
Mais la sociologie est utile parce qu'elle définit des problèmes. Elle définit des problèmes. Bon, moi, je pense que la sociologie est utile. Je prends un exemple qui m'est assez familier. Si elle montre quels sont les mécanismes de production des inégalités scolaires. Ce qui est assez compliqué en réalité. Bon. Si on le montre, c'est utile. Si on montre comment, pour quelles raisons, je dirais la classe ouvrière, pour parler comme ça, qui il y a 40 ans votait massivement à gauche, aujourd'hui vote massivement à l'extrême droite, c'est utile. Bon. Est-ce que les sociologues doivent donner des solutions ? Alors je pense qu'ils ne s'en privent pas, et moi le premier. Je veux dire, c'est très facile à la fin d'un livre de dire, il n'y a qu'à, il faut, pour les inégalités scolaires par exemple, je peux dire, il n'y a qu'à détruire, il n'y a qu'à transformer la culture du monde enseignant. Fastoche. Il n'y a qu'à transformer le modèle bureaucratique. Fastoche. Il n'y a qu'à transformer le marché du travail. C'est rien. Enfin, vous pouvez toujours prendre ce genre de position. Je crois que ça n'est pas raisonnable parce que ma propre expérience, mais c'est une expérience déjà lointaine, c'est que la politique, c'est autre chose. Et parce que je peux raconter ça, j'avais été embauché par Claude Allègre quand il était ministre. Une expérience particulière. Et Claude Allègre était le meilleur expert en tout. Bon, il avait ce trait de caractère assez particulier. Alors, il avait fait un très bon couple avec Jospin, quand Jospin était à l'Éducation nationale, parce que Claude Allègre était une machine à produire des idées, et Jospin était un animal à sang-froid qui était une machine à les refroidir. Bon. Mais quand Allègre s'est trouvé avec ses idées comme un sociologue, il y a qu'à, il faut, etc., ça a été une catastrophe politique à l'intérieur du ministère, puisqu'il a transformé en quelques semaines, tous ses amis sont devenus des ennemis, enfin, parce que ce n'est pas ça, la politique. Donc, ma conviction, c'est que les sociologues sont utiles quand ils font des états des lieux, quand ils définissent des problèmes, quand ils définissent des enjeux, mais je crois que l'action, c'est autre chose. C'est un autre talent, c'est une autre capacité, c'est d'autres qualités. Je vais donner un exemple très, très bête. Mon expérience dans le monde de l'éducation, par exemple, c'est que faire une petite réforme, c'est beaucoup plus difficile que d'en appeler à une grande réforme qu'on ne fera jamais. Or, on est dans un monde qui en appelle à des grandes réformes qu'on ne fait pas et qui se met en grève si on déplace une chaise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon. Eh bien, le talent politique, c'est la capacité d'agir. Et je crois que c'est un autre métier, c'est d'autres vertus. C'est la conviction que j'ai eue aussi quand j'ai travaillé avec Ségolène Royal, qui était un autre type d'animal politique que Claude Allègre. Et il fallait passer son temps à la refroidir. Parce que, je vais devenir malveillant. Mais voilà. Donc, je crois que vraiment, il faut distinguer les genres. Je vous fais du Max Weber, si vous voulez, pour faire chic. Voilà. Mais quand même, je crois qu'il faut garder cette mesure. Mais j'ai moi-même la tendance, très souvent, de dire il y a qu'à, il faut... Juste pour préciser, avec Claude Allègre et Ségolène Royal, vous étiez dans les cabinets ou Alors non, avec Claude Allègre, il avait créé une direction de la recherche qu'il avait divisée en 7 disciplines. Et moi, j'avais la direction de la sociologie, de l'anthropologie, du droit. J'ai d'ailleurs découvert la culture des juristes, qui a été une révélation. Et l'idée de Claude Allègre, c'était que la direction de la recherche du ministère allait dominer le CNRS. Donc, et j'ai démissionné, puis tout le monde a fini par démissionner. Ça a duré 6 mois. Et Ségolène Royal voulait faire une consultation sur le collège. Elle m'a demandé de la faire, mais j'ai refusé d'entrer au cabinet parce que j'ai compris que si je n'étais pas au cabinet, je pouvais démissionner, et que si je pouvais démissionner, j'avais la capacité de me faire entendre un peu plus que si je ne pouvais pas démissionner. Donc, voilà. Et je voudrais rendre hommage au fonctionnaire qui s'appelait Chantepie, qui était son directeur de cabinet, qui organisait la paix des ménages. Voilà.
Kenza. On avait une question avec la démocratisation de la discipline sociologique aujourd'hui, Ouais. qui est très différente par exemple, de l'époque. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste un peu à une sociologie de comptoir sur les plateaux télévisés qui sert le populisme à la fois de gauche et Non, je dirais pas ça. Je pense que non, les sociologues interviennent comme ils doivent intervenir dans les médias. J'en vois très peu sur CNews, par exemple. Il y en a un sur CNews quand même qui se réclame, c'est Bocoté, je crois. Et voilà. Mais enfin bon. Mais non, je veux dire que c'est pas ça. Le grand changement de la discipline, c'est pas sa démocratisation, c'est sa multiplication. Et je crois qu'il faut faire un raisonnement un peu durkheimien, si vous voulez. Quand je suis rentré dans ce monde professionnel, 10 ans avant les collègues que je vois ici, ou 15 ans avant, on était très peu nombreux. Et il y avait, au fond, très peu de concurrence entre les sociologues. Il y avait 4-5 labos visibles qui étaient des labos organisés autour d'un mandarin. Donc vous choisissiez votre équipe, vous jouiez chez Bourdieu, vous jouiez chez Boudon, vous jouiez chez Crozier, vous jouiez chez Touraine. Et quand vous jouiez dans l'équipe, vous jouiez dans le style de l'équipe. C'était donc des labos qui avaient une forte unité intellectuelle, qui était très très forte. Et il y avait très peu de comités de recherche. Il y avait le travail, la jeunesse, l'éducation, la ville, mais très peu. Aujourd'hui, il y en a des dizaines et des dizaines. Et ce monde s'est, entre guillemets, massifié. Et donc, la grande transformation, c'est que les labos sont devenus des centres de ressources, beaucoup plus que des équipes intellectuelles. C'est un grand changement. Les chercheurs se sont identifiés à des objets de plus en plus petits, entre guillemets, pour se distinguer. Enfin, c'est une logique durkheimienne. Enfin, c'est une loi d'évolution du système. Et donc, ils sont devenus très forts sur des objets dont ils changent peu d'objets, alors que moi, j'ai eu la liberté de changer d'objet, parce que ça a un coût de changer d'objet que ça n'avait pas quand je suis rentré dans ce monde. Moi, je suis rentré dans une université assez décomposée, assez libérale, où on ne travaillait pas, ça ne changeait pas grand-chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est un monde professionnel, où on s'identifie, où il y a des comités, les revues se sont multipliées, c'est devenu un monde sérieux. Voilà. Mais très souvent, les mondes sérieux sont moins joyeux que les mondes plus amateurs. Voilà. On va passer à la question 6, peut-être. Ouais. Est-ce que vous pensez que les objets de la sociologie, ils évoluent, ou que même la sociologie, elle est prise par ce qu'on pourrait dire des modes ? Alors, c'est compliqué, parce que là, vous allez me faire dire du mal de collègues, et je ne veux pas le faire. Mais c'est une tendance, c'est une logique normale. Non, je crois que la grande évolution de la sociologie, de mon point de vue, c'est que la sociologie était dominée par des grands modèles, par des grandes conceptions je dirais, de la société. Donc vous étiez fonctionnaliste, vous étiez marxiste, vous étiez choix rationnel, vous aviez des théories de la société, que vous appliquiez à des objets particuliers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que vous appliquiez le modèle fonctionnaliste à l'école, le modèle marxiste à l'école, le modèle de l'interactionnisme à l'école. Vous aviez des grands paradigmes, des grandes représentations de la société que vous appliquiez à des objets particuliers. D'accord. C'était ça, le monde dans lequel j'ai été formé, si vous voulez. Et aujourd'hui, ça s'est renversé. C'est-à-dire que vous avez une multiplication des objets dont chacun est tenté de produire sa propre théorie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que vous avez des théories. Les théories étaient des représentations qui tombaient sur la vie, sur les problèmes sociaux. Aujourd'hui, c'est des problèmes sociaux qui engendrent leur propre théorie. Ce qui fait d'ailleurs que un des grands problèmes, c'est un problème politique, ce n'est pas qu'un problème sociologique, c'est que la sociologie, c'était la philosophie de la société. C'était une conception de la société. Alors, puisqu'on est dans le pays de Durkheim, voilà, la sociologie, c'est l'idée qu'il y a une société. Et comment ça marche ? Aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est la fin de ça. Et c'est l'éclatement de ça. C'est-à-dire que, alors,
je serais tenté de faire un cours, ce qui est des formations professionnelles, vous expliquer ce qu'était l'évolutionnisme, l'analyse systémique, etc., l'emboîtement de l'État, des cultures, des actions. Tout ça, c'est des faits. Tout ça, c'est complètement des faits, ce qui fait que la sociologie est devenue une sorte de myriade d'objets avec des myriades de théories, entre guillemets, locales, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sérieuses et que ce n'est pas de la bonne recherche. Mais la représentation générale de la vie sociale n'est plus le problème de la sociologie. Et je crois que c'est les économistes qui l'ont. Je suis très proche de la thèse d'un de mes anciens collègues qui était à Bordeaux, qui s'appelle Danilo Martuccelli, qui montre bien comment l'économie a pris la place de la sociologie. Au fond, si vous pensez inégalité sociale en France comme une totalité, vous pensez Piketty. Vous voyez, si vous pensez, la nature aujourd'hui de la vie sociale, c'est l'économie qui l'a pris. Et la sociologie reposait sur l'idée qu'il y avait une société, qui était un système, une unité, etc. Aujourd'hui, plus personne n'y croit pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Oui, il y a eu beaucoup de studies aujourd'hui, c'est un peu le... Studies, oui. Voilà, avec qui ont permis aussi quand même une approche plus minoritaire. Les studies voient un tas de problèmes que la sociologie classique ne voyait pas, mais c'est une autre évolution. Enfin, c'est que, vous m'embarquez sur des questions qu'on posera peut-être tout à l'heure, mais c'est que on avait une représentation de la société en termes d'inégalité structurelle, et on a une représentation de la société en termes de problèmes de discrimination et donc d'éclatement des problèmes. Donc on fait des studies sur un tas de problèmes qui sont très importants, mais je répète, qui sont des problèmes à partir duquel on construit des représentations de la société, alors que c'était le contraire. On partait du haut pour décrire ce qui se passait en bas. Mais c'est une transformation de la société, pas simplement du cerveau des sociologues. Kenza. C'était une question plus pragmatique sur vos méthodes de travail, voilà, comment vous travaillez, et à quoi ressemble le métier de sociologue, à la fois avant. Je ne suis pas sûr que le métier ait beaucoup changé. Le métier, il y a toujours... le métier, c'est de faire des enquêtes. Enfin, le cœur du métier, c'est de faire des enquêtes. Et faire des enquêtes, vous n'avez pas 36 matières. Soit vous prenez des données agrégées, et aujourd'hui, on bénéficie d'outils statistiques formidables. Enfin, je veux dire, vous pouvez savoir comment ça marche en regardant les données, les outils. C'est une mine absolument considérable. Donc, l'analyse qu'on appelle quantitative, soit vous allez sur le terrain et vous interrogez les gens. Voilà. Alors, moi, la sociologie que j'ai faite, parce que je suivais à ce moment-là un sociologue qui était Alain Touraine, c'était d'organiser des débats avec les gens. Et la conviction que j'ai gardée de ça, et la conviction à laquelle je tiens toujours aujourd'hui, c'est que les acteurs sociaux sont intelligents. Que les acteurs sociaux sont intelligents, que ça n'est pas lié à leur capital culturel, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils savent ce qui leur arrive, qu'ils comprennent le monde, qu'ils sont capables de l'expliquer, et que ce n'est pas des systèmes de domination qu'on leur a mis dans la tête. Voilà. C'est-à-dire que ma conviction méthodologique, c'est qu'il faut que je traite les gens que j'étudie comme je me traite moi-même. C'est-à-dire que je pars de l'idée qu'ils réfléchissent, qu'ils savent ce qu'ils font, etc., etc. Et on n'est pas déçu. J'ai toujours combattu l'idée que les acteurs sociaux sont des clones qui répètent ce qu'on leur a mis dans le crâne, ce que le pouvoir, la domination, etc., etc. Ça me rend extrêmement nerveux. Voilà. Les gens savent ce qu'ils font, les gens ne sont pas idiots. Je peux vous donner un exemple, par exemple, un cas. Quand je travaillais sur le sentiment d'injustice au travail, les gens pouvaient me décrire des injustices. C'est pas difficile, décrire des injustices. Mais tous pouvaient vous dire pourquoi ce qu'ils vivaient comme une injustice est injuste. Et tous passaient comme s'ils avaient lu Kant. C'est-à-dire que tous avaient des théories de la justice qui étaient exactement les mêmes, qu'ils soient cadres supérieurs ou qu'ils soient ouvriers non qualifiés. Il suffisait de les mettre en situation de dire pourquoi ce que je vis comme injuste est injuste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est ma conviction,
méthodologique, c'est que les acteurs sociaux sont capables de réfléchir sur eux-mêmes, exactement comme vous et moi. Et que ce n'est pas lié à leur niveau scolaire. Ça veut dire, leur vocabulaire est lié au niveau scolaire, mais c'est autre chose. Enregistré, ça se passe comme ça. Ah ben on les enregistre. Il y a ici des gens avec lesquels j'ai travaillé, on les enregistre, on leur dit ce qu'on pense de ce qu'ils ont dit, et ils réagissent à ce qu'on dit. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, on ne le dit pas. Oui, c'est-à-dire qu'on s'accorde. C'est-à-dire qu'on s'accorde sur l'analyse qu'ils font de leur situation et l'analyse de l'analyse qu'on leur propose de leur situation. Et s'il y a un désaccord, soit on ne le dit pas, soit on dit qu'il y a un désaccord. Et je peux vous dire que ça marche, y compris avec les gamins de banlieue que j'étudiais il y a 40 ans. C'est une coproduction. Il faut partir de l'idée que les acteurs sociaux savent ce qu'ils font. Et je pense qu'une de nos malheurs politiques, c'est quand même de considérer qu'ils ne savent pas et qu'ils sont des imbéciles. Ça me coince beaucoup, je veux dire. On a une autre question. Alors, est-ce que vous pensez déjà qu'il y a une différence entre la sociologie américaine et la sociologie française? Et s'il y en a une, laquelle? Je suis incapable de vraiment répondre à cette question. Mon sentiment, c'est qu'il y a aujourd'hui, si j'en crois un de mes collègues américains qui s'appelle Buravo, il y a 200 sociologies américaines et il y a 200 sociologies françaises. C'est terminé l'époque où on peut dire la sociologie américaine, c'est Talcott Parsons et 3 autres. Alors en France, il y a un poids Bourdieu très très fort qui a gagné la bataille. Il y avait une bataille entre Bourdieu, Boudon, Crozier, et Bourdieu a gagné la bataille parce qu'il a une théorie totale qui est plus forte que celle des autres, et parce qu'il est meilleur militaire. Il était bien meilleur sur le plan militaire que les autres. Bon. Mais il a gagné. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une sociologie. Il y a une sociologie, pour ce que je sais de la sociologie italienne, le tableau est le même. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des modèles qui étaient des sociologies nationales. C'est-à-dire la France fait du Durkheim, l'Amérique fait du Parsons, et les Allemands font du Weber. Bon, c'est terminé. On fait tous n'importe quoi. Enfin, plusieurs choses. Merci Clara, merci Kenza. On va passer à la deuxième partie, plus centrée sur l'éducation. Donc j'appelle Célia et Clara. Je me posais la question en vous écoutant, est-ce qu'il y a une école du Bay? Parce que vous avez parlé des mandarins, vous avez parlé de... Voilà. Parce que quand on connaît un peu les sociologues à Bordeaux, quand même beaucoup se réclament de votre enseignement. Je pense à Sandrine Ruy, évidemment à Didier Lapéronie, à Joël Zafran. Donc on peut penser qu'il y a comme une école du Bay, une méthode. Non, vous êtes sûr? Non, il n'y a pas d'école du B pour 2 raisons. Parce que j'avais écrit un livre de théorie, sociologie de l'expérience, qui était, mais je jamais. Hein. Et d'autre part, j'ai jamais voulu faire ça. Donc, pour faire école, faire école, c'est du boulot. Hein. Il faut avoir des disciples, il faut les contrôler, il faut faire leur carrière. Non, il n'y a jamais eu d'école du B. Et si j'ai quelques amis, j'en suis très heureux et ça suffit. Alors parlons à propos d'école, parlons d'école. Clara, je crois que c'est toi qui commence. Pardon, oui, c'est toi, Clara, qui commence, qui ouvre cette deuxième partie. Pas de souci. J'aimerais commencer par le fait que l'école française, elle repose sur un idéal méritocratique très fort, selon lequel chacun réussirait à la hauteur de ses efforts. Mais au vu des inégalités sociales qui persistent, est-ce que cet idéal est encore crédible, selon vous? Alors, d'abord, il faut revenir ici, sur l'histoire, parce que cet idéal, il est extrêmement récent. Extrêmement récent. On a tous dans la tête, pas vous, mais les gens de mon âge et peut-être du vôtre, on a la tête l'école, la grande école de la République, c'est-à-dire école de filles, école de garçons, des marronniers sur la place, des instituteurs en blouse grise, Albert Camus dans la classe, le grand Moln, enfin, voilà. Ça l'école de la République. Et ça a été une grande école. Ça a été une grande école.
C'est-à-dire elle a appris à lire et à écrire quand même beaucoup de gens. Ça a été une grande école, mais pas du tout une école des chances. Durkheim dit qu'il faut se méfier de ce truc-là, ça va donner aux gens des ambitions incontrôlables. Ferdinand Buisson dit la réussite des enfants de pauvres est une exception consolante. Non, mais c'est une école qui sépare. C'est une école universaliste, l'école française, mais c'est une école de classe incroyablement rigide. Incroyablement rigide. C'est pas la seule, hein, rassurez-vous. Mais les enfants du peuple s'arrêtent au certificat d'études, que la moitié d'entre eux n'obtiennent pas en 1950, quand même s'en rappeler. Et les enfants de la bourgeoisie vont au lycée, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Donc chacun est dans son coin. Personne ne parle d'égalité des chances. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Vous lisez le plan Langevin-Vallon, qui était la Bible scolaire de la gauche produite au lendemain de la Libération. Ce n'est pas l'égalité des chances. C'est des études utiles à tous. Ce n'est pas exactement l'égalité des chances. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et ça, c'est une idée qui me travaille depuis longtemps, c'est qu'à partir des années 60, alors cette école, excusez-moi, que je viens de décrire, lisez Antoine Pro, c'est une historien admirable sur l'histoire de l'école. Cette école-là, très étrangement, n'est pas critiquée. C'est une école incroyablement inégalitaire, structurellement inégalitaire, mais elle n'est pas critiquée. Même idéalisée, en fait. Elle est même idéalisée, mais n'est pas critiquée par les syndicats de l'époque parce qu'on n'attend pas de l'école l'égalité des chances. L'égalité des chances arrive à partir des années 60. Sur la pointe des pieds, je racontais tout à l'heure comment j'ai marché, moi, sur la pointe des pieds pour y rentrer. Mais cet idéal va complètement s'installer et on va changer de modèle de justice. Jusque-là, la justice, c'était de dire la justice sociale, c'est de réduire les inégalités de conditions entre les travailleurs et les bourgeois. La justice sociale, c'est que les travailleurs vivront mieux parce que les bourgeois rendront aux travailleurs une partie de la richesse que les travailleurs ont produite. Ça s'appelle l'État-providence, les salaires minimums, les congés payés, etc., etc. C'est ça, la justice sociale en France. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, où Thomas Paine a plus d'importance que Marx, etc. Bon. À partir des années 70-80, on bascule vers une autre conception de la justice, qui est la justice sociale. C'est que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder à toutes les positions sociales, et on ne rajoute jamais, mais c'est implicite, aussi inégales soient-elles. Donc la justice sociale qui va être confiée à l'école, c'est que c'est une vaste compétition sportive dans laquelle on entre à égalité des chances, le meilleur gagne. Et si les meilleurs sont représentatifs de la population, elle est juste. Si les meilleurs ne sont pas représentatifs de la population, elle n'est pas juste. Le bouquin décisif là-dessus, évidemment, du basculement, c'est le bouquin de Bourdieu, Les Héritiers, qui montre que ça ne peut pas marcher parce que, alors pour deux raisons, ça ne marche pas, de mon point de vue. La première, c'est la raison sociologique classique, c'est qu'il vaut mieux avoir des parents qui ont une bibliothèque, du temps à vous consacrer, des ambitions, du vocabulaire, patati patata, que des parents qui n'en ont pas. Bon, c'est la reproduction au sens, je dirais Mauriac, puisqu'on est à Bordeaux. Voilà. C'est la victoire de Codéran contre Bègle. Ouais, bon, voilà. C'est comme ça. Voilà. À laquelle s'ajoute aujourd'hui, et ça me paraît décisif, le fait que, en raison de l'emprise des diplômes sur le parcours des individus, les parents ne se contentent pas de transmettre un héritage, les parents deviennent des coachs visant à favoriser la réussite scolaire de leurs enfants, ce qui est tout à fait honorable. Mais si je valorise la réussite scolaire de mes enfants, c'est aux dépens des enfants des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un des grands changements qui fait que ça ne peut pas marcher, l'égalité des chances, c'est que non seulement les gens sont inégaux au départ, mais que la nature de la compétition fait qu'ils exacerbent les inégalités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pensez à vos parents, ce n'est pas compliqué. Voilà. Tu fais ce que tu veux, ma chérie, mais Sciences Po. Voilà. Voilà. Bon.
C'est ça. Mais ils sont très gentils. Voilà. Mais c'est ça. Et donc, ça ne peut pas marcher. Mais c'est un idéal en même temps, l'égalité des chances, totalement incontestable, car dès lors que nous naissons libres et égaux en droit, nous avons tous droit aux mêmes chances de réussir. Ça a un effet, de mon point de vue, tout à fait considérable, c'est que alors que la reproduction des inégalités se faisait, je dirais, par le capital culturel, par la naissance, je dirais à la Bourdieu, à la Mauriac. Voilà, je suis né ici, c'est comme ça que ça se passe, etc. Aujourd'hui, la reproduction passe par la compétition scolaire. Et donc, là, vous aviez un couple, les dominants, les dominés, les bourgeois, les prolos, enfin bon, tout ça. Mais vous avez un couple, les vainqueurs et les vaincus. Et les vainqueurs la ramènent, ce qui n'est pas si grave. Mais ils sont contents. Ils ont gagné. Je suis toujours frappé de voir comment on signe un article en rappelant qu'on est agrégé, qu'on a fait quand même, bon, voilà. Un petit peu au passage, ça ne peut pas de mal. Ça justifie les inégalités. Ça devient une inégalité juste. J'ai gagné le match scolaire, c'est juste. Ce qui n'est pas grave. Ce qui n'est pas grave. Ce qui est très, très ennuyeux et qui, moi, me pose un problème qui m'obsède, y compris ces temps-ci, c'est que les vaincus de la compétition scolaire, eux, se sentent humiliés parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils méritent leur échec, et parce qu'ils se retournent contre l'école, parce qu'ils votaient PS ou PC, ils votent RN. Aux États-Unis, ils votaient démocrate, ils votent Trump. En Angleterre, ils votaient travaillistes, ils votent extrême droite. En Allemagne, pareil, c'est un effet de... Il y avait un livre d'un Anglais qui s'appelait Michael Moore qui racontait ça en 1958. Il dit la méritocratie, ça va être du darwinisme social à la place de la lutte des classes. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, ma position, qui est inaudible, consiste à dire je suis pour l'égalité des chances, évidemment. N'imaginez pas que quelqu'un dise je suis contre l'égalité des chances, mais plus on poursuit l'égalité des chances, plus on entre dans un mode d'une extrême cruauté, parce qu'au fond, les vaincus méritent leur sort et se vengent. Je signale au passage, puisqu'on est à Sciences Po, que traiter Bardella d'imbécile parce qu'il n'a pas de diplôme, c'est une faute politique, mais invraisemblable. Parce qu'évidemment, si les gens votent pour Bardella, c'est parce qu'il n'a pas de diplôme, entre autres. Et qu'ils en ont marre de ceux qui ont des diplômes et qui leur expliquent comment marche le monde et qui sont trop bêtes pour le comprendre. Donc, je voudrais bien faire comprendre ça. L'égalité des chances est un modèle de justice à la fois incontestable et cruel. Et sur sa cruauté, je pourrais en rajouter. Par exemple, on avait constaté avec mon ami Marie Duru que plus les sociétés croient à l'égalité des chances, plus les inégalités sociales paraissent acceptables. C'est le cas des États-Unis. Elles sont considérables aux États-Unis et considérées comme plus justes qu'en Suède, où elles sont plus faibles, mais on croit moins à l'égalité des chances. Vous voyez, il faut bien comprendre ça. Et c'est un renversement énorme. Alors, je voudrais bien me faire comprendre. Je ne suis pas pour qu'on revienne à l'école d'avant. Mais il faut bien prendre ça. Et c'est la différence entre le sport et l'école. Le sport, c'est le monde de l'égalité des chances, mais on rejoue les matchs. À l'école, on ne rejoue pas les matchs. Vous parlez de compétition scolaire et Célia a une question qui est en lien avec ce sujet de la compétition scolaire. Oui, merci. Par rapport à ces sujets de l'égalité des chances, les pédagogies alternatives actuellement, comme Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, se distinguent par leur promotion d'un apprentissage actif, leur adaptation au rythme individuel et la création d'environnements flexibles. Alors, quel impact réel les alternatives éducatives, souvent portées par les secteurs privés, ont-elles sur les systèmes éducatifs globaux ? Alors, je ne peux pas répondre sur la vertu des écoles Montessori. Je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas un expert. Je peux vous répondre en termes de marché. En termes de marché, c'est une école distinctive, plus rentable, plus efficace que les autres, point. Leur pédagogie peut être meilleure, je ne conteste pas. C'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une école qui fonctionne sur ces principes, toute différence scolaire
positive du point de vue des élèves, devient un facteur décisif de distinction, de choix, voilà, c'est tout. C'est ça quelque chose même d'un peu tragique, si je peux me permettre, parce qu'il est possible que ces pédagogies soient excellentes. Il n'empêche que c'est celles qui vont... J'avais lu un livre, mais je ne l'ai plus en tête, qui montrait quand même que dans leur publicité, ces pédagogies avaient un message subliminal, c'est que c'était mieux pour faire de très bonnes études après. Bon, quand même, c'était pas simplement l'épanouissement du gosse. Car aujourd'hui, ce qu'on demande aux pédagogies, c'est que les gamins soient épanouis, ce qui est bien, mais quand même qu'ils soient premiers de la classe, c'est mieux. Voilà. Imaginez une pédagogie qui dise vos gosses seront bien dans leur peau, mais ils ne sauront pas lire. Je ne suis pas sûr que ça marche. Clara? On parle souvent de l'école dans les médias, mais qu'est-ce qu'on peut encore attendre de l'école aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la seule capable de répondre à tous nos maux? Je crois d'abord que, si vous voulez, là-dessus, je vais me révéler un peu lecteur d'Illich. Je crois qu'on attend trop de l'école. Alors, c'est une maladie nationale, hein, je le concède. C'est-à-dire que j'avais écrit un livre il y a quelques années qui montrait comment l'école républicaine était la fille aînée de l'Église, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'école de la République avait été faite contre l'Église, mais comme l'Église. Une école sanctuarisée avec des enseignants ayant une autorité charismatique, incarnant des principes supérieurs, séparant les sexes, etc. Donc, ce qu'on attend de l'école en France, qui est très particulier à la France, c'est que l'école sauve le monde. On a des problèmes d'inégalité scolaire, sociale. Que fait l'école? Ce n'est pas une question que se pose nécessairement en ces termes d'autres sociétés sous-développées qui nous entourent. Hein. D'autres sociétés disent si on veut réduire les inégalités scolaires, on n'a qu'à d'abord réduire les inégalités sociales. En France, c'est ce qu'on a longtemps pensé. Maintenant, on dit non. Si on veut réduire les inégalités sociales, il faut d'abord réduire les inégalités scolaires. Par exemple, vous voyez aujourd'hui les enseignants écrasés par un tas de demandes d'éducation A. On a un problème de surpoids, que fait l'école? On a un problème de bien-être, que fait l'école? Enfin, je veux dire, on attend de plus en plus de l'école. Et évidemment, plus on attend de l'école, plus elle déçoit. Parce que, bien évidemment, elle ne peut pas tout faire. Donc, mon sentiment, mais qui a peu de chances de me donner un succès électoral, c'est de dire attendons moins de l'école, mais exigeons ce qu'on en attend. Car une des caractéristiques que nous avons, c'est qu'on en attend tout, mais on en exige peu. Je vais donner un exemple qui me choque énormément. On est très choqué en France par le fait qu'il y ait peu d'enfants issus des catégories populaires et d'immigration à Sciences Po, ce qui concernerait quelques centaines d'étudiants. On passe complètement sous silence le fait qu'un enfant sur 4 qui rentre en 6e ne sait pas vraiment lire et compter. Ce qui a des conséquences pour ces enfants bien plus considérables que de ne pas rentrer à Sciences Po et qui auront des conséquences politiques encore plus considérables que de ne pas rentrer à Sciences Po. Donc on regarde le système toujours par le haut. Moi, ce que je crois, c'est que dans un système d'égalité des chances, il faut donner, c'est une lecture de Rawls, hein, pour faire chic, il faut donner la priorité aux vaincus. Un système d'égalité des chances méritocratique est acceptable si les vaincus s'en sortent le mieux possible. Et pas si les vainqueurs sont les plus représentatifs, pas seulement si les vainqueurs sont les plus représentatifs possibles. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Or ça, c'est très difficile à faire passer, parce que de temps en temps, il faut être marxiste. Et quand vous dites ça, eh bien, toutes les classes moyennes supérieures qui tirent le plus grand bénéfice du fonctionnement du système scolaire poussent des hurlements en vous disant que vous détruisez la culture, que vous détruisez la nation, qu'on n'aura plus jamais de prix Nobel, qu'on n'aura plus de médaille Field, alors que ce n'est pas ça la question. Je veux dire, si on revient à la métaphore sportive, on peut très bien avoir du sport de masse et des champions. Mais à l'école, on va traiter tous les élèves comme s'ils étaient des champions, en leur expliquant qu'ils sont nuls et qu'ils ne feront jamais rien. Voilà. Donc, c'est un changement, mais je suis un peu pessimiste parce que
il m'arrive de rencontrer des responsables politiques sur l'école. Bon. En Zoom en particulier. Et quand on parle de ça, ils me disent, je ne rencontre pas ceux de extrême droite, évidemment, mais ils me disent, vous avez raison, mais si je le dis, je suis mort. Parce qu'on est dans l'ordre des croyances, on est dans l'ordre des imaginaires, on est dans l'ordre de la représentation. Je leur dis, il faut que le programme de maths de 3e soit accessible à tous et pas fait pour dégager les meilleurs des matheux. Ils me disent, évidemment, vous avez raison, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, parce que si je le dis, toutes les catégories sociales qui tirent bénéfice de l'école, comment dire les choses simplement, Finkielkraut va piquer une crise, voilà. Mais il n'y a pas que Finkielkraut, il y a la société des agrégés, etc., qui se lance dans cette routine. Donc c'est très très compliqué parce que l'école, c'est pas simplement une institution, comment dirais-je, elle condense une sorte à la fois des forces sociales et des imaginaires. Et les imaginaires, comment dire, Célia, une question sur le métier d'enseignant. Dans un contexte où la figure de l'enseignant a perdu reconnaissance sociale et aussi attractivité professionnelle, comment briser les cercles vicieux qui perpétuent des salaires historiquement bas et une dévalorisation croissante? Alors, les profs ont toujours été mal payés. Mais ils étaient pauvres mais dignes. Dans l'école de la République, celle qui fait verser des torrents de larmes, l'instit était mal payé, le curé était mal payé, mais l'un parlait au nom de Dieu et l'autre de la République, ce qui est quand même pas rien. Bon. Mais quand vous êtes mal payé, que vous ne parlez pas au nom de la République, ça devient minable. Quand les parents de vos élèves sont souvent aussi qualifiés scolairement que vous, c'est difficile de leur dire... Moi, quand j'étais en philo, je pensais que mon prof était l'héritier de Spinoza. Bon, maintenant, je pense qu'il aurait le CAPES, c'est bien, hein, mais voilà. Bon, quand même. Donc, il y a eu un mouvement, mais qui est un mouvement que lisait Max Weber, vous expliquerez ça très très bien. C'est un mouvement de désenchantement des institutions. Les institutions étaient dominées par des principes, Durkheim aurait dit, sacrés. L'autorité du maître, c'était la capacité d'incarner des principes supérieurs. Dieu dans l'école religieuse, la République dans l'école laïque. Et évidemment, ces principes se sont effondrés. Donc, il y a un problème de légitimité, un problème d'autorité qui se pose à tous les enseignants. Alors ça ne se pose pas qu'en France. Je vous signale qu'en Espagne, c'est exactement le même problème. Et je vous signale que les pays qui payent bien mieux les enseignants que la France, l'Allemagne en particulier, ont exactement les mêmes problèmes de recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est objectivement de plus en plus difficile. Parce que vous n'êtes plus les publics ne sont pas triés au départ. On exige de vous que les élèves soient à la fois performants et épanouis. Les parents qui n'avaient pas le droit d'y venir ont des mots à dire. C'est des choses d'une trivialité sans nom. Mais la séparation des sexes, qui longtemps a dominé à l'école, ça fait qu'au lycée, au collège, vous n'aviez pas affaire avec des ados. Maintenant, vous avez affaire avec des ados. Et moi qui ai fait des enquêtes sur les collégiens et les lycéens, la seule chose qui les intéresse vraiment dans la vie, c'est pas l'école. Et c'est normal. Mais dans l'école de naguère, ils posaient leur adolescence à l'entrée de l'école et la récupéraient à la sortie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc le métier est devenu plus difficile. La manière d'en sortir, alors c'est de mieux payer les enseignants, mais je discutais avec des syndicalistes enseignants, eux-mêmes ne croient pas que ça va résorber le problème de recrutement de l'enseignement. Alors, parce qu'on a le problème partout. Je signale qu'en Angleterre, ils ont 40% de démissions au bout de 5 ans. On recrute facilement, mais il y a un turnover considérable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a des pays qui s'en sortent pas mal.
c'est par exemple la Finlande. Bon, alors la Finlande est un pays qui a toutes les vertus parce qu'il est petit et glacial, ce qui aide quand même. Je pense à développer. Mais quand même, ils font des choses pas mal. C'est qu'ils considèrent que l'enseignement, c'est un métier. Ça a l'air de rien de dire ça, mais un métier, c'est comme médecin, c'est comme ingénieur, ça s'apprend. Ça s'apprend comme un métier. Or, en France, on est dans un modèle où on élève le niveau académique considérablement. Je veux dire, quand j'étais jeune, un institut, on pouvait être institut même sans le bac, dans certaines circonstances. Aujourd'hui, c'est bac plus 5. Bon. Donc, on élève le niveau académique et on considère qu'on apprendra le métier par un stage très rapide et sur le tas. Je crois que ce n'est pas sérieux. Si c'est un métier, il faut l'apprendre comme un métier. Et il y a on sait former à des métiers. Les écoles d'ingénieurs apprennent un métier d'ingénieur. Mais apprendre la physique pour être ingénieur, ce n'est pas apprendre la physique pour être prix Nobel. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Les médecins, par exemple, ont une formation professionnelle. C'est-à-dire que vous passez le concours de première année, qui est une abomination de bachotage, mais ensuite vous allez à l'hôpital, vous apprenez le métier de médecin, etc. Donc je crois qu'il faut apprendre un métier. Et on retrouverait, mon hypothèse, une forme de légitimité d'autorité à partir de sa capacité professionnelle. Je signale d'ailleurs on a des enquêtes, les parents ont une faible estime des profs et une bonne estime des instituts, excusez-moi, des professeurs des écoles. Pourquoi ? Parce que les parents voient bien qu'apprendre à lire à des gamins, c'est un métier. En revanche, être prof de physique au collège, c'est pas évident qu'on soit un bon physicien. D'ailleurs, moi, j'avais fait une enquête dans un collège de Toulouse où les gens disaient s'il était bon physicien, il serait à Airbus et pas prof. Non, mais c'est comme ça. Mais quand vous dites ça, ça a l'air... Tout à l'heure, on posait la question à quoi servent les sociologues ? Les sociologues peuvent donner le problème. Mais vous imaginez le bordel que vous mettez si vous dites des choses comme ça, parce que vous cassez la logique des concours, tout un monde professionnel est menacé. Mais c'est un véritable problème. J'insiste bien, le salaire, c'est essentiel, mais personne ne croit, et moi le premier, que l'augmentation des salaires réglera le problème du recrutement, de la légitimité, etc. Clara, peut-être. Rapidement, pour la fin. Face à la montée du populisme, en partie poussé par le mépris dont vous parlez dans votre dernier livre, et à la défiance envers les institutions, est-ce que, au vu de tout ce qu'on vient de dire, vous pensez quand même que l'école pourrait être considérée comme un rempart démocratique efficace ? Je voudrais. C'est même un enjeu essentiel, parce que, je veux dire, elle serait un rempart démocratique. D'abord, si elle retrouvait une forme de légitimité intellectuelle, c'est des grands mots, mais enfin, quand même, pour lutter contre les fake news, etc., il faut quand même qu'il y ait des endroits où puisse... la démocratie, c'est un système compliqué. Puisqu'on est au pays de Montesquieu, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. C'est qu'il suppose des mécanismes d'autorité, il suppose des institutions, il suppose des choses qui ne soient pas en débat démocratique. Dans une société démocratique, on s'accorde sur la nature de la réalité. On se désaccorde sur la nature des solutions. Mais si vous dites, moi je pense que la Terre est plate, et après tout, c'est mon opinion, pourquoi pas, ce que dit quand même aujourd'hui quasiment le président de la plus grande puissance économique du monde, ça fait un peu flipper quand même. Bon, il y a un aspect ubu dans ce débat. Donc, incontestablement, c'est un enjeu, mais cette autorité-là ne se reconstruit pas par décret. Elle se reconstruit pédagogiquement, elle se reconstruit... Alors, on a quand même des exemples. Aujourd'hui, en France, on lit beaucoup le sociologue américain, le philosophe américain, excusez-moi, Dewey. Qui dit, au fond, et c'est une chose assez juste, qui dit on apprend en faisant. On apprend des expériences. Je suis à peu près convaincu, mais c'est une illusion, que si les élèves faisaient des expériences scientifiques, ils croiraient peut-être plus à la vérité scientifique que s'ils apprenaient simplement
la science pour passer des contrôles. Voilà, je fais cette hypothèse. Bon. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus. Le second enjeu, je répète, c'est, de mon point de vue, c'est de lutter contre l'emprise scolaire. C'est-à-dire de faire que l'école n'ait pas le monopole du tri des individus et n'ait pas le monopole du mérite. Je pense, mais là aussi je m'inspire de philosophes américains, je veux dire, je pense qu'une société qui reconnaîtrait plusieurs formes de mérite serait moins injuste qu'une société qui ne reconnaît qu'une forme de mérite. Toute forme de mérite est contestable, parce que la plupart du temps, le hasard et la naissance jouent plus que la vertu. Bon. Mais si vous avez plusieurs formes de mérite, c'est plus juste que si vous n'en avez qu'une. Et une des caractéristiques françaises, c'est le poids incroyable du mérite académique. Le mérite académique, il est même dans toutes les conventions collectives où le diplôme détermine le salaire, etc., etc. Donc, je veux dire, si on veut que l'école acquiert une fonction démocratique, il faut quand même s'occuper de ces problèmes. Mais la logique aujourd'hui, elle va plutôt dans l'autre sens. Si on déplore, et alors je regardais les programmes électoraux sur l'école, enfin, c'est un peu triste. Je veux dire, la droite dit revenons à l'école d'autrefois. Il y a même des femmes très intelligentes comme la présidente de la région Paris, qui dit refaisons l'examen d'entrée en 6e. Et on en verra ceux qui ont échoué glanés au champ. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable. Enfin bon. Mais la gauche, qui est plus sympa, dit mettons plus de fric dans la machine qui ne marche pas et marchera mieux. Mais c'est pas raisonnable non plus. Ça coûtera cher, plus cher, c'est pas raisonnable. Donc il y a une, comment dirais-je, quand je mouline dans mon bureau tout seul toute la journée, j'ai pas le moral parce que j'ai l'impression qu'on n'est même pas vraiment capable d'avoir un débat là-dessus. On est plutôt dans des réflexes reptiliens qui s'opposent. Et alors, il y a eu cette tentative que j'ai trouvée intéressante d'avoir une convention citoyenne sur les rythmes scolaires, mais vous voyez le résultat. Le monde enseignant a dit ils n'ont pas à s'en mêler. Voilà. Vous avez trouvé que c'était intéressant là, ce qui a J'ai trouvé que c'était intéressant. Une de mes amies, Sandrine Ruy, y a travaillé. Ce qu'ils disent est intéressant. En tout cas, dire l'école appartient à la société, pas simplement au monde scolaire, ça me paraît une bonne chose. Mais c'est extrêmement difficile d'agir en la matière. Mais c'est un enjeu essentiel. Alors quand vous voyez aujourd'hui, quand vous avez la possibilité de faire des comparaisons internationales, il n'y a pas vraiment des États-Unis. Je vous conseille de lire Michael Sandel, enfin, etc. Et c'est quand même, ça va. C'est plutôt de pire en pire. Merci Célia, merci Clara. On va passer à la troisième partie. Et j'appelle Victoire et Mélanie. On dit, c'est un cliché, on dit que c'est très compliqué de réformer l'éducation nationale, le système scolaire. C'est un cliché à 100% ou il y a une part de vérité Je peux répondre par une anecdote. J'avais rencontré un ministre de l'Éducation nationale, c'était dans les années 2010. Et qui m'avait posé la question que je trouvais essentielle. Il avait dit « Qu'est-ce que je peux faire sans que ça me saute à la gueule ?» Voilà. Alors, c'est pas impossible, mais c'est pas facile. Bon, je n'aime pas forcément, même du tout, ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, mais il faut reconnaître qu'il est resté 5 ans, il a fait quelque chose. Voilà. Alors, je n'approuve pas forcément ce qu'il a fait, mais il a fait quelque chose. Mais ça a duré 5 ans, ça demande des conditions très, 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 très difficiles. Après, vous regardez, aujourd'hui, on a eu, je crois, 4 ministres. Il y a même eu Madame Oueda Castera. Enfin, c'est quand même l'épisode le plus drôle de la dame qui dit je mets mes gosses dans le privé parce que j'habite dans le 7e et les écoles publiques ne sont pas fréquentables. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'est le 7e arrondissement. Voilà, donc ça va pas bien. Ça va pas bien.
Alors pour commencer, là on entre dans une partie plus politique, mais il y avait une question qui fait écho à ce que vous dites sur les diplômes. Oui, quand on voit que des diplômés d'écoles perçues comme prestigieuses ne trouvent pas de travail et que la dévalorisation du diplôme s'accroît, comment est-ce que vous percevez l'avenir du diplôme en France ? Alors, d'abord, pour les écoles prestigieuses, ça marche. Ça marche. Il ne faut pas quand même pas raconter d'histoire. Si vous faites Sciences Po, Bordeaux, ça va marcher. Bon. Statistiquement, ça va marcher. Il ne faut pas non plus raconter d'histoire. Donc, vous avez une partie des diplômes les plus sélectifs. Ça marche. Ça marche. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que comme la compétition s'est renforcée pour ces diplômes sélectifs, c'est une remarque extrêmement désagréable. Au fond, le recrutement n'a pas vraiment changé. Parce que la compétition est de plus en plus forte. On a fait les cordées de la réussite, un tas de trucs, mais c'est très très difficile de compenser, au fond, la logique qui fait que, comme c'est rentable, ça vaut le coup. Puis il y a des stratégies de diversion maintenant. Si je n'ai pas pu faire la grande école, je vais aller faire 1 an en Angleterre, 2 ans au Canada, je vais revenir, etc. Bon, voilà. J'insiste bien, si tout le destin de l'individu passe par les diplômes, on ne rentre pas dans un monde poétique. Et en plus, l'idéologie, ça ne sert à rien. Hein, c'est-à-dire que n'imagine pas que les gens qui aiment beaucoup l'égalité vont quand même sacrifier leurs enfants. Enfin, voilà, donc ils déménageront. Enfin, voilà. Donc c'est comme ça, je n'ai aucun jugement moral là-dessus. Les diplômes étant l'alpha et l'oméga, perçus comme l'alpha et l'oméga d'un destin, c'est de plus en plus sélectif. La seconde conséquence, qui est plus fâcheuse, à laquelle on s'intéresse moins, c'est que l'absence de diplôme n'est pas simplement une absence de diplôme, elle devient un handicap. C'est-à-dire que dès lors que 80% d'une classe d'âge a le bac, si je n'ai pas le bac, c'est que j'ai un problème. Ce n'est pas simplement que je suis faible à l'école, c'est que j'ai un problème. Et donc, moi, j'avais rencontré je me souviens de patrons de supermarché, de grande surface, qui disaient « Moi, je ne prends pas quelqu'un qui n'a pas le bac, parce que quelqu'un qui n'a pas le bac, ça veut dire qu'il n'a pas été capable de se lever le matin. » Oui, ça devient un marqueur de handicap. Et pour le diplôme moyen, eh bien, vous êtes dans un mécanisme élémentaire du point de vue économique, qui est l'inflation. C'est-à-dire qu'il en faut de plus en plus pour avoir accès aux mêmes emplois. Donc vous êtes dans un mécanisme d'un sentiment de déclassement continu, puisqu'il vous faudra 2 ou 3 années d'études de plus que vos parents pour avoir la même position que celle de vos parents. Ça, c'est la première conséquence. Mais c'est une conséquence mécanique, puisqu'on produit plus de diplômes que d'emplois qualifiés. La période dont j'ai été, moi, bénéficiaire, mais je suis pour rien, c'est le hasard absolu, c'est que on produisait plus de diplômes, mais on produisait encore plus d'emplois qualifiés que de diplômes, donc c'est le pied, quoi. Ça marche à tous les coups. Tandis qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'inflation. C'est un mécanisme banal. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, évidemment, c'est que la distance entre les compétences académiques et les compétences professionnelles se creuse. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un étudiant sur 2 qui sort avec une licence générale aura une activité qui n'a aucun lien avec sa formation. Ce qui ne veut pas dire qu'il a perdu son temps dans la formation. Je pense que s'il a fait 3 ans de sociologie, il est beaucoup plus intelligent. Je ne plaisante pas, ça lui est utile. Mais en termes d'accès à l'emploi, il y a très peu de chances qu'il devienne sociologue. Très très peu. Donc, vous êtes dans le problème qu'avait étudié un sociologue bordelais, Romain Delesse. Vous avez 2, 3, 4 ans de reconversion, de transformation de vos compétences académiques en compétences professionnelles. Ce qui fait que les employeurs ne sont pas contents parce qu'ils disent « je ne trouve pas les gens dont j'ai besoin ». Et les étudiants ne sont pas contents parce qu'ils disent « j'ai des compétences dont personne n'a besoin ». Donc, on peut continuer. C'est pour ça, j'évoquais tout à l'heure les réflexes reptiliens. Moi, je rencontre des gens qui ont des ambitions politiques qui disent qu'il faudrait passer à 50% d'étudiants en master. 50% d'une classe d'âge en master. Bon, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'on accepte qu'une caissière de supermarché a un master.
C'est ça que ça veut dire. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas lui dire qu'avec son master, elle va trouver un boulot qui correspond à un emploi niveau master. Vous comprenez ce que... Donc c'est des problèmes un peu tragiques, d'une certaine façon. Pour ça que je crois qu'il faudrait changer de paradigme. Alors pas revenir avant, évidemment, mais changer de paradigme. Parce que, et puis c'est une machine à produire... Enfin, je ne vais pas dans cet endroit de faire de la sociologie électorale, mais je pourrais vous raconter l'impact du diplôme sur le vote. Changer de paradigme comment? Parce que finalement, c'est naturel que chacun veuille avoir un diplôme, voilà, de mieux en mieux. Non, mais c'est un problème tout bête qui est connu par les sociologues sous le nom de paradoxe écologique. Si je raisonne au niveau des individus, plus un individu est diplômé, plus il a des chances d'avoir un boulot bien payé. Donc j'en conclus que si tous les individus étaient plus diplômés, ils auraient tous plus un boulot bien payé. Sauf que le paradoxe écologique, c'est que l'effet collectif joue contre la somme des effets individuels. Voilà. Donc au niveau de l'individu, ça marche, au niveau du collectif, ça ne marche pas. Évidemment, ça rebondit sur les individus. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Évidemment, je ne vais pas me donner le ridicule de faire un programme parce que j'aurais beaucoup de mal. Je crois d'abord qu'on pourrait probablement coupler l'entrée dans la vie professionnelle et les études. Alors, je pense à des pays qui s'en sortent mieux que nous, sont les pays scandinaves. Des pays scandinaves, je pense par exemple au Danemark. Quand vous avez le bac, on vous donne une allocation qui vous permet de faire 6 ans d'études supérieures en étant rétribué en fonction de la moitié de ce qu'il faut pour vivre modestement. Ce qui fait qu'il faut quand même un petit job à côté. Mais ce crédit d'études, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 40 ans. Ce qui fait que quand vous êtes dans une première année de fac en Suède, en Norvège ou au Danemark, 30% des étudiants sont salariés, ont des enfants. Et ont 30 ans, plus de 30 ans. En France, ils ont tous 19 ans. Et quand ils sont partis, c'est fini. Donc on pourrait dire on grandit, entre guillemets, en travaillant et en étudiant, et les études se mixent, etc. Bon, évidemment, quand je dis ça, un idéologue de la France insoumise me traite d'ultra-libéral fou. Voilà. Parce que le modèle qu'on a, c'est je fais des études, elles sont rentables. On considère que le salariat étudiant, et on doit avoir le modèle d'adéquation, ce que les sociologues appellent l'adéquationnisme, l'idéal qui a marché un peu il y a 50 ans. C'était qu'il y avait une adéquation entre les diplômes et les emplois. C'est plus tenable nulle part. Voilà. Donc nous, on s'était posé une autre question un peu plus politique. Vous vous êtes publiquement engagé à gauche. Et selon vous, la sociologie, est-ce qu'elle est trop subjective, trop partisane, trop de gauche? Et si oui, est-ce que vous devez conserver une neutralité axiologique? Ouais. Bon, d'abord, il y a plusieurs gauches. Bon. Oui, il faut une neutralité axiologique, c'est-à-dire que il faut dire... J'essaie de produire des faits qui ne sont pas de gauche et qui ne sont pas de droite. Bon, ça me paraît... je vais faire du Max Weber, ça me paraît la vertu élémentaire. Ensuite, les raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce problème sont des raisons idéologiques, morales, etc. Ce que j'en espère, c'est des raisons idéologiques, morales, etc. Et le péché, au fond, c'est de faire passer ces raisons pour une vérité scientifique. Donc c'est une affaire de vertu personnelle. Alors est-ce que les sociologues sont trop à gauche, trop à droite? Ils sont plutôt à gauche, les sociologues. Moi, je n'aime pas, mais c'est une affaire de tempérament, je n'aime pas tellement l'indignation. Je n'aime pas tellement l'indignation. Je n'aime pas tellement la posture qui consiste à dénoncer l'injustice du monde, parce que ça procure des voluptés. Voilà. Je ne suis pas très porté là-dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne suis pas très porté là-dessus. Mon histoire, maintenant je suis très vieux, c'est l'histoire de la déconfiture
ce qu'on appelait la deuxième gauche et la social-démocratie. Voilà. C'est-à-dire que après avoir fait un stage d'extrême gauche extrêmement vigoureux, dont les vertus vaccins ont été radicales, j'ai pensé que le monde vivable, c'était le monde qui combinait les libertés, l'efficacité économique, les protections sociales. Et j'avais d'autant plus de raisons d'y croire qu'après tout, un certain nombre de sociétés y parvenaient pas si mal. À avoir des conditions de travail honorables, des inégalités faibles, de la protection sociale, de la liberté personnelle, etc. Je suis bien obligé de constater que cet espace intellectuel s'est évaporé. Voilà, je suis obligé de le constater. J'en suis extrêmement triste. J'évoquais avec l'une de vous tout à l'heure l'idée qu'elle devrait faire son truc Erasmus en Suède, parce que ça se défait dans les pays qui incarnaient ça. Voilà, ce modèle-là m'apparaît d'une extrême fragilité. Moi, j'y tiens toujours, mais en ayant le sentiment quand même qu'on n'est pas très nombreux. Alors, il y a un petit monde autour de la République des idées qui médite, autour de Rosan Vallon. Je me sens très proche de la CFDT, très très proche de la CFDT, qui raisonne comme ça. Voilà, qui dit quand même le monde économique existe. Mais je suis fatigué d'entendre dire par les uns, chassons les étrangers, on n'aura plus de problème, et par les autres, faisons payer les riches et il n'y aura plus d'économie. Ça ne m'enthousiasme guère. Voilà. Justement, vous avez une question qui fait écho à ce que vous dites là. Est-ce que pour vous, c'est possible d'être de gauche sans être déçu ? Non, c'est presque une question de subjectivité personnelle. Je suis pas je suis pas porté sur la déception parce que je suis pas porté sur la croyance. Voilà. Je vais donner une anecdote. Je demande à Mazarine un jour de me pardonner. En 1981, moi, je faisais une enquête qui me soulevait de terre sur Solidarność en Pologne. J'ai passé l'année en Pologne avec Wiewiórka et Touraine. J'avais le sentiment d'être au cœur de l'histoire. C'était comme la Révolution française, en plus beau. Je sais pas. C'était quand même un mouvement ouvrier qui mettait à bas un pouvoir communiste totalitaire, etc. Je rentre en France, où je votais évidemment pour la gauche. Et moi, j'étais très content parce que j'avais le sentiment que mon équipe de foot avait gagné. Voilà. Et j'étais entouré de gens qui disaient « le monde va changer ». On était dans l'obscurité, on va passer dans la lumière. Et ça me paraissait totalement dingue. Voilà. Parce que je savais bien que le passage de Giscard à Mitterrand, c'était important politiquement, mais ce n'était pas quand même un changement de monde. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu par la gauche parce que je n'ai jamais cru que le monde allait changer de face. Jamais cru. Et d'ailleurs, je me suis intéressé aux émeutes de banlieue pour y faire un gros travail parce que dès le lendemain de la victoire de la gauche en mai 81, il y a eu des émeutes dans la banlieue lyonnaise. Ça a démarré déjà. Donc, mais c'est une sorte de je sais pas comment dire. Non, je suis pas déçu parce que je ne crois pas. Je crois pas ce qu'on raconte. Voilà. Et je crois pas ce qu'on raconte, mais je crois en revanche qu'on peut faire des choses, mais qu'il est extrêmement dangereux, qu'il n'est pas raisonnable de dire j'ai une réforme définitive. Ça me paraît complètement impossible. Une question sur la social-démocratie. Exactement. L'individualisation et le mépris ont-ils tué la social-démocratie pour vous aujourd'hui ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, il faut bien le comprendre, mais c'est très difficile
à faire comprendre, c'est que moi j'ai grandi, mais je ne suis pas complètement le seul ici, j'ai grandi dans une société industrielle de classe. Voilà. Les inégalités sociales étaient des inégalités de classe. Les ouvriers vivaient comme ça, les bourgeois vivaient comme ça, les paysans vivaient comme ça, et il y avait des systèmes de mépris des uns sur les autres, mais la classe sociale vous protégeait du mépris. Je veux dire, les gens de Bègle, les gens de Codéran méprisaient les gens de Bègle s'en foutaient. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon. Donc c'était une expérience collective. Il y avait plein de livres d'ailleurs qui racontaient ça. Il y a le bouquin de Richard Hogarth, La culture du pauvre. Nous et eux, on ne vit pas dans le même monde. Ils nous méprisent, bien sûr, mais on n'est pas du même monde. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? C'est que les inégalités, c'est un mouvement paradoxal, les inégalités sociales se sont creusées, mais les structures de classe ont explosé. Et donc aujourd'hui, les gens, moi j'ai fait des enquêtes, les gens vous disent « je suis inégal en tant que ». Ce n'est pas nous, les ouvriers, on est inégaux, c'est moi. Je suis inégal parce que je vis là, parce que j'ai ce métier, parce que j'ai ce salaire, parce que j'ai ces origines, parce que je vis dans ce quartier, parce que j'ai ce diplôme, etc. Donc, le mépris, qui était une forme, je dirais, qui était une culture collective, devient un regard individuel qui est plus supportable. Ça, c'est la première transformation. On est blessé directement. On n'est plus protégé par les classes sociales, même si le mépris est plus faible. Parce que paradoxalement, le mépris est plus faible parce qu'il est plus blessant. Alors que je peux vous dire que dans la vieille société de classe, on pouvait y aller raide, puisque au fond, il y avait des... Vous comprenez, c'est ça la sociologie, c'est que ça vous explique qu'il y a des protections. Bon, ça c'est la première chose qui a changé. La deuxième chose qui a changé, c'est qu'en même temps que le système de classe a explosé, comme une molécule explose au fond, dans une série d'atomes, l'individu, enfin, les valeurs démocratiques de l'individu ont triomphé. Chacun a le droit, a le devoir d'être l'auteur de sa vie. Bon. On sort du monde de Balzac, de Mauriac. Non, mais vous comprenez. C'est-à-dire, on n'est plus... Aujourd'hui, les gens ne sont pas définis par leur destin social, ils sont définis par leur parcours. Évidemment, on dit, mais derrière mon parcours, en fait, il y a un destin. Il n'empêche, c'est un parcours. Dans l'école que je décrivais tout à l'heure, l'école d'avant, c'était des destins de classe. Ce n'était pas humiliant de ne pas faire d'études, parce que c'était un destin de classe. Aujourd'hui, si je ne fais pas d'études, c'est mon parcours à moi et c'est ma faute à moi. Bon. À part Madame Bovary, le mariage était un destin pénible. Aujourd'hui, le mariage est un parcours dangereux. Donc on divorce énormément. Non, mais je ne plaisante pas. Plus on s'aime, plus on divorce. Plus on va à l'école, plus on est humilié. Et les petites inégalités, ça c'est Tocqueville, les petites inégalités sont bien plus insupportables que les grandes. Au fond, Bernard Arnault, ouais, mais je ne le croise pas. Mais le SUV de mon voisin, c'est pas supportable. Vous comprenez? Et donc, vous avez un deuxième mouvement qui fait que je vais vivre les inégalités comme une expérience personnelle dont je suis responsable, et je vais vivre les inégalités non plus comme des inégalités de conditions, mais comme des inégalités de discrimination. C'est parce que je n'ai pas eu la même chance que les autres. Ce qui fait qu'en 30 ans, on est passé du monde, grosso modo de Marx, l'exploitation, c'est la grande injustice, à les discriminations, c'est la grande injustice. Et les discriminations, tout le monde est discriminé. Tout le monde. Alors les sociologues, là-dessus, ils vont avec un enthousiasme non modéré. Tout le monde est discriminé. Je suis discriminé. Du point de vue légal, en 2000, vous avez 4 critères de discrimination. Vous pouvez porter plainte pour discrimination en fonction de votre race, entre guillemets,
de votre sexe, de votre sexualité, de votre religion. Aujourd'hui, il y a 26 critères de discrimination. Je pourrais porter plainte parce que j'ai un léger accent du Midi qui m'a empêché d'être, je ne sais pas quoi. Vous voyez, bon, parce que je suis gros, parce que je suis moche, etc. Bon. Donc, tout ce qui me définit est potentiellement vécu comme une discrimination. Ce qui fait que là où vous aviez les exploiteurs et les exploités, vous aviez une foule de discriminations. On a fait un travail avec Éric Massé, Sandrine Ruy, Olivier Cousin là-dessus. L'expérience des discriminations devient une expérience ultra individuelle et ultra singulière parce que je le suis de manière très singulière. Le problème que ça pose aujourd'hui, c'est que la lutte contre les discriminations, qui va de soi, entraîne deux logiques pour y répondre. La première, c'est contre les discriminations, il faut de l'égalité de traitement. Ça ne pose pas de problème. La seconde logique est plus compliquée, bien honnête, c'est que la lutte contre les discriminations est une revendication de reconnaissance de l'égale dignité, de la singularité et de l'identité au nom de laquelle je suis discriminé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que je suis discriminé parce qu'on ne me traite pas comme un égal, mais on ne me traite pas comme un égal parce que ce que je suis n'a pas la même dignité. Et donc, je réclame la reconnaissance de l'égale dignité de ce que je suis, de ma sexualité, de mes origines, etc., etc. Très bien. Sauf que la reconnaissance de la singularité des identités est vécue comme une menace. Et vous avez du Trump. Allez, je donne cet exemple parce qu'il est très sidérant. Les enquêtes américaines montrent que le groupe social qui se sent le plus discriminé aujourd'hui aux États-Unis, c'est les classes moyennes blanches protestantes. Parce que si moi, le groupe dominant, je n'ai plus le monopole de la norme, je suis... Alors les enquêtes de Tibéri ici le montrent bien. Vincent Tibéri, les opinions racistes, sexistes déclinent, mais la violence raciste, sexiste et le vote d'extrême droite montent. Parce que, d'une certaine manière, je suis prêt à tolérer des identités différentes, mais si elle se voit accorder la même dignité que la mienne perd le privilège d'être la norme. C'est absurde, c'est horrible. Les blancs protestants américains ne sont pas discriminés. Mais quand vous faites ce que j'appelle la sociologie de l'expérience, c'est-à-dire vous vous dites je vais rentrer dans la tête des acteurs pour voir ce qui se passe, c'est ça qui se passe. Je ne sais pas si... Il y a une enquête récente sur les garçons. Les garçons pensent de plus en plus que les filles sont égales, mais ils sont quand même de plus en plus violents avec elles. Parce que si elles sont vraiment égales, vous voyez. Donc, alors, je me faites pas dire ce que je ne dis pas, qu'il ne faut pas rentrer dans une politique de la reconnaissance. Mais ce n'est pas si facile que ça. On n'est pas dans un monde du yaka. Je veux dire, il faut jouer ça. Et la seule manière de reconnaître l'égale dignité des identités, c'est d'être capable de définir ce que nous avons de commun, c'est-à-dire ce qui fait que l'identité de l'autre ne menace pas une identité commune. Et c'est là que la gauche est particulièrement désarmée. Parce que l'identité commune, avant c'était la nation, c'est un peu compliqué. La religion, c'est encore plus compliqué. Et donc, on est menacé par... Moi, j'aimais beaucoup la lutte des classes. Parce que la lutte des classes, ça se termine autour d'une négociation. Mais négocier les identités, c'est quand même pas évident. Donc, c'est peut-être ce que je décris, c'est des fantasmes, c'est des peurs. N'empêche que c'est ça le sentiment de mépris. Vous comprenez ? Et c'est ça qui alimente aujourd'hui. Alors, je ne suis pas le premier, il y a les bouquins d'Eva Illouz qui racontent ça aussi. C'est-à-dire que vous avez des émotions qui deviennent qui sont de l'énergie politique. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est comment on répond à ça. Si vous y répondez, je pense à des choses, ce qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci. Pourquoi on a du mal avec ça ?
Si vous y répondez en disant, je pense à un exemple, vous avez un sentiment d'insécurité très fort. La bêtise absolue que font souvent mes sociologues, quand même, c'est de sortir des statistiques en disant aux gens, vous avez tort. Je peux vous dire que le succès est garanti. Les gens ont encore plus un sentiment d'insécurité et disent, en plus, on se fout de ma gueule. Voilà. Donc, il faut répondre à ça, mais il faut trouver une manière, je dirais, d'y répondre. Et je crois que ma confiance, elle est dans la démocratie, y compris la démocratie locale, parce que ce qu'on constate quand même, c'est que ça se passe très mal en haut et pas si mal en bas. Voilà. Là, ces derniers mois. Voilà, les gens vivent plutôt bien, communiquent, etc., etc. Mais vous avez une sorte d'hystérisation du débat qui est absolument effrayante. Alors justement, une toute dernière question, puis peut-être après, on pourra avoir un temps d'échanger avec la salle. Avez-vous des attentes, ou plutôt des espoirs par rapport aux élections de 2027 ? Ça vous inquiète Non, écoutez. Mon espoir, c'est que je me déplace pour aller voter. Donc, ce que je crains, c'est de dire l'offre politique est telle que je ne passe pas. C'est ça. Et voter, ça veut dire voilà. Mais mon espoir, c'est que Trump est tellement fou que peut-être que ça va s'arranger. Voilà. Mais pour le moment, je regarde les sondages, etc. Je regarde l'offre politique, la droite traditionnelle bourgeoise qui se vautre dans des trucs invraisemblables, etc. Bon, je ne vais pas vous dire qu'une partie de la gauche, dont je ne citerai pas le nom, ne provoque pas chez moi un enthousiasme considérable. Voilà. Donc... que vous ne vous sentez pas représenté, par exemple, politiquement? Non, mais vous me posez une question, c'est presque... C'est comme une question sur mes flirts. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je ne me sens pas représenté. Non, évidemment, je ne me sens pas représenté. Alors, il nous reste un petit... Non, on n'a pas 10 minutes pour échanger avec la salle? Ok. Bon, écoutez, alors moi je me plie à la règle. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Merci encore François Dubé. Merci à vous d'être venu. Merci. Et merci aux étudiants qui ont préparé les questions, qui ont bossé sur la base de vos écrits. Et merci encore. Bonne soirée.